Pour s'acquitter pleinement de la responsabilité sociale et environnementale, les entreprises doivent engager en collaboration étroite avec les parties prenantes un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l'homme ou de consommateurs dans leurs activités. Les dommages causés à l'environnement ou la menace imminente de dommages sont constitués par les détériorations directes et indirectes de l'environnement qui créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols, affectent gravement le maintien ou le rétablissement de certaines espèces d'oiseaux ou de leur habitat, ou enfin mettent en danger l'état ou les fonctions assurées par les eaux. Lorsqu'une entreprise n'a pas pris les mesures de prévention ou de réparation, sans pouvoir se prévaloir du bon respect d'une autorisation administrative encadrant son activité pour s'exonérer de ses obligations, l'administration peut, après avoir recueilli ces observations, la mettre en demeure d'y procéder dans un délai qu'elle aura fixé. À l'expiration de celui-ci, et en cas d'inaction de l'entreprise, elle peut obliger l'exploitant à consigner une somme du montant des mesures prescrites, voire faire procéder d'office, aux frais de ce dernier, à l'exécution de ces mesures. L'entreprise s'expose également à des sanctions pénales pour fait de faire obstacle à l'exercice de l'autorité compétente ou pour ne pas se conformer à la mise en demeure. La responsabilité du producteur du fait des produits défectueux est extra-contractuelle, puisqu'elle s'applique auprès de toute personne qu'il y ait ou non un rapport contractuel entre le fabricant et les victimes. Elle s'applique dès lors qu'un fabricant de produits finis ou d'une partie composante a mis sur le marché sa production sous son nom. En ce sens, une marque de distribution engage sa propre responsabilité en tant que producteur-distributeur. La notion de producteur s'entend d'ailleurs de façon large, car elle inclut également celle de producteur des matières premières. Et lorsqu'un producteur se situe en dehors de l'Union européenne et que son identité est incertaine, l'importateur des produits ou matières premières. Ce produit, qui n'a pas le niveau de sécurité auquel on peut légitimement s'attendre, doit par ailleurs provoquer des dommages matériels ou corporels auprès d'une victime quelconque et un lien de causalité doit être prouvé entre le fait dommageable et le dommage. Ainsi, s'agissant d'un téléphone cellulaire, si la batterie de ce dernier vient à exploser, la responsabilité de la marque ayant mis ce produit fini sur le marché peut être engagée pour les dégâts matériels ou corporels subis par la victime, mais comme il s'agit généralement d'un produit assemblé, la responsabilité du fabricant de la batterie peut également être engagée, car il s'agit d'une partie composante, tout comme celle des entreprises ayant extrait les matières premières utiles à la fabrication de la batterie ou les importateurs. Néanmoins, une exonération de responsabilité est possible pour des raisons spécifiques, comme le fait d'avoir fait une campagne de retrait du produit du marché, ou alors de respecter des normes impératives de fabrication, ou enfin l'état des connaissances scientifiques ou techniques qui n'ont pas pu permettre aux fabricants de déceler la défectuosité au moment de la mise sur le marché. Mais d'autres aussi, de façon plus classique, à l'exception du fait d'un tiers. La responsabilité du fait des choses dont on a la garde est extra-contractuelle également, car elle peut s'appliquer à toute personne qui circule dans les locaux de l'entreprise, salariés, intervenants extérieurs et clients. Il s'agit du cas où un objet va jouer un rôle actif dans la survenue d'un dommage, soit en ayant un mouvement propre, quelle qu'en soit l'origine, soit en restant immobile, mais alors qu'il présente une anomalie dans la position, un objet qui ne devrait pas se trouver là, ou son état même, une marche mal placée et invisible par exemple. Dès lors, la victime peut rechercher la responsabilité du gardien de la chose, c'est-à-dire celui qui en a l'usage et qui peut en prévenir tout dysfonctionnement,
en général le propriétaire, mais cela peut être aussi le locataire, l'acheteur, voire même le voleur, sauf en cas de force majeure ou de faute de la victime. L'employeur est aussi responsable du fait fautif de son salarié commis à l'occasion de ses fonctions ou durant son temps de travail. Et seul l'abus de fonction de ce dernier pouvant l'exonérer. Une vidéo sur ce sujet est également disponible sur cette chaîne qui vous en dira davantage. Les risques psychosociaux doivent être pris en compte au même titre que les autres risques professionnels. Ils correspondent à des situations de travail où peuvent se rencontrer de façon isolée ou combinée entre eux des violences interpersonnelles liées à des conflits avec la clientèle ou en interne, comme des insultes, des menaces, des tensions mal ou pas gérées, voire des situations de harcèlement moral ou sexuel abordées dans une autre vidéo sur cette chaîne, un temps de travail qui va croissant, ou une intensité du travail toujours plus contraignante, ou enfin des craintes concernant l'avenir de l'entreprise et son propre avenir au travail. Autant de situations qui peuvent compromettre la santé physique ou psychologique des salariés, notamment en termes de maladies cardiovasculaires, de troubles musculo-squelettiques, de troubles anxio-dépressifs, d'épuisement professionnel, voire de suicide. Ainsi, la sécurité au travail pèse sur l'employeur qui a une obligation contractuelle spécifique de prévention des risques professionnels et doit respecter les prescriptions légales et réglementaires relatives à la sécurité dans l'entreprise. Il s'agit d'une obligation de moyens renforcée qui contraint l'employeur à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour préserver les salariés de toute atteinte physique ou psychique sur leur lieu de travail. Néanmoins, la faute inexcusable du salarié peut l'exonérer de cette responsabilité, mais uniquement si ce dernier s'est volontairement mis en danger en toute connaissance de cause, ce qui est relativement rare. Sa responsabilité civile contractuelle peut donc être engagée à tout moment, même en dehors de toute hypothèse d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Néanmoins, lorsque survient au temps et au lieu de travail un accident affectant le salarié, la responsabilité de l'employeur pourra compléter la couverture de l'assurance maladie si ce dernier a commis une faute inexcusable, c'est-à-dire qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La méconnaissance délibérée par l'employeur de cette obligation de sécurité et des moyens propres à l'assurer lui fait encourir des sanctions pénales, personnellement, comme pour le compte de l'entreprise elle-même. Il encourt également des sanctions pour mise en danger de la vie d'autrui si le risque analysé exposait ses salariés à des invalidités permanentes ou la mort, ou encore pour blessure ou homicide volontaire en cas d'accident professionnel. Dès lors, pour prévenir l'ensemble de ces risques, une démarche de prévention collective, centrée sur le travail et son organisation, est à mener obligatoirement tous les ans dans toutes les entreprises, quelle qu'en soit leur taille. Elle consiste à évaluer poste de travail par poste de travail tous les facteurs pouvant être source d'un risque quelconque, comme la manipulation d'outils coupants ou tranchants, un éclairage insuffisant, une ergonomie du poste de travail déficiente, etc. Et d'ainsi répertorier pour chaque facteur tous les risques encourus par les salariés ainsi que leur gravité. Des risques de coupure, de troubles oculaires, musculo-squelettiques, etc. Et leur adjoindre des mesures propres à faire diminuer ce risque ou à le faire disparaître. Le port de gants de protection renforcés, revoir l'éclairage, des formations sur les postures, l'achat de matériel ergonomique, etc.
Tous ces éléments doivent être consignés dans un document dont le format ou la présentation n'est pas réglementé et qui va les inventorier afin de pouvoir en assurer le suivi et servir de base à de futures réflexions sur la sécurité dans l'entreprise. Ce document sera d'ailleurs complété ou alimenté de rapports qui auront pu être dressés à la suite d'enquêtes faites par une délégation du personnel chargée des questions d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise, de rapports d'incidents qui seraient intervenus durant l'année, des notices jointes lors de l'achat des machines-outils par l'entreprise, des procès-verbaux de visite effectués par l'inspection du travail ou la médecine du travail de leur propre initiative ou suite à la demande de salariés, ou enfin de rapports qui auront pu être dressés à la suite d'enquêtes faites par des cabinets extérieurs. L'ensemble de ces éléments vont permettre d'identifier les mesures qui devront être mises en place et qui peuvent consister en des mesures d'information des salariés sur les risques encourus dans leur service ou à l'occasion de leur présence dans l'entreprise, information qui sera à réaliser au moment de l'embauche ou sur le temps de travail, la formation de salariés sur les gestes ou les postures de sécurité, les précautions d'emploi de certaines machines, les gestes de premier secours ou encore celles destinées à augmenter leurs connaissances ou compétences, dont la lutte contre l'illettrisme qui empêche la bonne compréhension de consignes écrites ou des panneaux d'affichage. Ces actions se feront en présentiel ou à distance sur le temps de travail, et si elles ont lieu à l'extérieur, les frais de déplacement et de restauration, voire d'hébergement, seront pris en charge comme des frais de mission. Des actions permettant une meilleure ergonomie des postes de travail, la mise en place de signalétiques pertinentes, visuelles, tactiles ou sonores, la révision de protocoles de mise en sécurité des salariés et des locaux, ou encore des mesures liées à l'hygiène et la sécurité, ce qui peut passer par le règlement intérieur ou des notes de service, etc. Le document unique comprendra également l'échéancier des mesures qui indiquera la date prévue de leur mise en place et le ou les personnes désignées responsables de leur déroulement, un suivi de celles-ci pour en vérifier leur mise en œuvre, en analyser les conséquences, afin d'en vérifier l'efficience et l'efficacité. Ce travail permettra d'établir les facteurs de risque subsistants ou nouveaux et les actions à mener pour l'année suivante. Si, malgré tout, le salarié pense se trouver face à une situation dont il peut légitimement penser qu'elle mette sa vie ou sa sécurité en danger, voire celle de personnes présentes dans l'entreprise, le salarié peut exercer son droit d'alerte et refuser de prendre son poste de travail ou quitter celui-ci sans avoir besoin de l'accord de son employeur. Ce danger grave qui menace d'arriver rapidement peut trouver sa source dans un véhicule ou un équipement de travail défectueux, voire non conforme aux normes de sécurité, un processus de fabrication dangereux, l'absence d'équipement de protection collective ou individuelle, ou encore un risque d'agression. Ce danger n'a pas réellement besoin d'être objectivement réel, il suffit que le salarié en soit persuadé. Mais attention, le droit de retrait ne peut s'effectuer s'il met en danger d'autres personnes. Le salarié doit alors avertir immédiatement sa hiérarchie de sa décision et des raisons qui l'y ont poussé. Et même si aucune procédure spécifique n'est imposée par la loi, il est préférable de le faire par écrit ou de suivre celle prévue au règlement intérieur éventuellement. Une fois la hiérarchie prévenue, celle-ci doit immédiatement prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de l'ensemble des salariés concernés. Un employeur qui exigerait la reprise du travail alors que persiste la situation commettrait une faute inexcusable en cas d'accident du travail qui s'ensuivrait.
Mais en cas de divergence de point de vue sur la réalité du danger, le comité social et économique doit être réuni rapidement pour discuter de la situation et prendre les mesures les plus appropriées, en collaboration avec l'inspection du travail et la médecine du travail. Aucune retenue sur salaire ou sanction disciplinaire ne peut dès lors être prononcée contre un salarié qui aurait légitimement exercé son droit de retrait.